Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je reçois un homme sur le podcast. Incroyable. Je reçois Guillaume Mathias. Salut Guillaume, tu vas bien? Salut Sophie, impeccable. Faudra que tu m'expliques pourquoi c'est ça te surprend. Parce que en général, je reçois quasiment que des femmes. Et tu es le deuxième homme à être invité sur le podcast. Non, le troisième avec Roger. Et du coup, qui es-tu, Guillaume? Guillaume, donc un homme, chauve. Hem, qui je suis? On va expliquer plus professionnellement ou mon domaine d'expertise, c'est tout ce qui est neurosciences, sciences cognitives. Oui. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre nos 2 oreilles, entre le moment où on perçoit la réalité qui nous entoure, comment notre cerveau traite tout ça et comment il déclenche nos réponses d'adaptation. En gros, c'est de comprendre à travers le cerveau tous les comportements humains. Mmh. Ça, c'est un vaste sujet. Les comportements humains, c'est parfois très, très, complexe. Il y a des comportements rationnels, d'autres qui sont complètement irrationnels. Hem, Comment est-ce que tu expliques les changements de comportement, par exemple, depuis le Covid? Youhou! Alors, effectivement, il y a c'est un vaste sujet, ça, pour le coup. Hem, Si on doit faire simple, heu, en tant qu'organisme vivant, on s'adapte à des environnements, OK? Et forcément, bah, le Covid a profondément transformé, pendant une période de temps, l'environnement dans lequel on devait s'adapter. Et donc, dans ce Mmh nouvel mh. environnement, bah, on a développé des nouvelles habitudes, des nouvelles sensibilités. Et lorsque on est revenu à une situation initiale, donc qui était celle avant le Covid, eh ben, on y est revenu avec les nouveaux comportements que l'on a acquis pendant cette période-là. Et donc, bien évidemment, on a Mmh. des transformations dans la façon qu'on a maintenant de s'adapter à nos environnements. D'accord. Donc, ce que tu veux dire, c'est que le confinement a créé un autre contexte de vie? C'est Et que ça, du notre coup contexte d'adaptation. Et donc, du coup, bah, derrière, avec intéressant. ce nouveau contexte d'adaptation, bah, inévitablement, on a développé des nouvelles stratégies et ces nouvelles stratégies, bah, maintenant sont inscrites dans nos mémoires et donc, bah, on les intègre, on les utilise alors qu'on est revenu approximativement à une situation, pré-Covid. D'accord. Quand tu parles de stratégie, est-ce que tu peux expliquer ce que ça représente? Une stratégie? Dans notre cerveau, on a en fait, tout ce qu'on fait est régi par des états de tension. Ces états de tension sont pilotés par des neurotransmetteurs ou des neurohormones et donc notre Mmh. cerveau va essayer de trouver des conditions dans lesquelles il va pouvoir libérer ces neurohormones ou ces neurotransmetteurs. Et là-dedans, il y en a un qui a pris une énorme claque, c'est l'ocytocine. Quand on est dans un Mmh. contexte d'interaction sociale, notre cerveau vient produire de l'ocytocine et c'est quelque chose dont on a besoin. Le truc, c'est quand on nous a confinés, eh bien, toutes nos stratégies de lien social, donc toutes les stratégies de production d'ocytocine, sont tombées en grande majorité. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait plus avoir l'interaction sociale extérieure. Et donc, il a bien fallu qu'on trouve des moyens de malgré tout produire de l'ocytocine, mais dans ce nouvel environnement. Et c'est exactement pour ça que tu l'as certainement repéré. Allez, dans les 24, 48, 72 heures à peu près, lors du premier confinement, eh ben, est apparu le Skype apéro, le Google Meet apéro, le Mmh. Zoom apéro, le Teams apéro, et cetera. Y compris chez des personnes qui disaient: «Mais non, non, moi la visio ça m'intéresse pas» ou les conversations, «Non, non, moi il y a que du présentiel qui est vrai». «Ouh là là, ces technologies-là, c'est pas pour moi». Eh bah, tu parles. Dans ce nouveau contexte, ce nouvel environnement dans lequel il fallait s'adapter, eh bien, bien évidemment, ces outils-là nous permettaient justement d'aller chercher cette fameuse ocytocine que l'on recherche et donc, bah, on a changé la stratégie d'adaptation et donc on est allé chercher, l'ocytocine par ces biais-là. Oui, c'est clair qu'il y a eu plein d'innovations, qui effectivement maintenant avec le recul ont répondu à ce besoin en tout cas d'ocytocine. Et il y a eu le besoin de bosser aussi et qui a répondu aux besoins financiers. Et complètement, c'est Et aussi une du coup contrainte, les hein. entre ouais, 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 clairement. Qu'est-ce qui explique du coup, qu'on attende d'être au pied du mur pour réagir? Je t'ai buggé. Que, hem, y a-t-il une chose que l'on fait véritablement par raison?
En fait, on part du postulat et on nous inculque depuis qu'on est gamin qu'on est des acteurs socio-économiques de raison. Pourquoi? Parce qu'on nous apprend que 1 plus 1 égale 2 et puis que B et A fait bas, comme si tout était régi par la raison. Alors qu'en Mmh. réalité, ce qui nous met en mouvement ne répond pas du tout au principe de la raison. En réalité, ce qui nous met en mouvement sont des états de tension en nous qu'on a besoin de satisfaire. Et ces états de tension-là ne répondent pas à la raison. Et donc, à partir de là, Mmh. vu que ce sont des états de tension, et un état de tension, une composante importante à avoir en tête, c'est ce qui va donner la force d'un mouvement. Donc un état de tension, il faut d'abord qu'il y ait une phase de résistance. Dans la phase de résistance qui va croître, l'état de tension va augmenter jusqu'à arriver à un seuil où le mouvement va être libéré pour satisfaire l'état de tension. Si tu me dis, oh, ça va, j'ai un mois pour le faire. On sait Mmh. qu'il va y avoir une adaptation à faire. On sait que oui, d'un point de vue raisonnable, oui, je vais m'y préparer, je vais le faire, blablabla. Bla, 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 bla. En réalité, si l'état de tension au départ n'est pas suffisamment fort, alors ça ne va pas libérer le mouvement, ça ne va pas libérer l'adaptation, donc la préparation, et je vais devoir attendre que l'état de tension soit suffisamment puissant pour déclencher la mise en mouvement. Eh bien, Mmh. quand je suis au pied du mur, pour certaines personnes, il faut carrément arriver au pied du mur pour que l'état de tension soit suffisant et déclencher la mise en mouvement, quand bien même on ne sait que ce n'était pas raisonnable d'agir ainsi. Genre la déclaration d'impôt. Par exemple, comment ça se fait que les serveurs ils pètent la veille, enfin à 1 heure de la date de clôture? Bah, c'est parce que l'état de tension est devenu tellement intense à ce moment-là que c'était les états de tension nécessaires pour déclencher la mise en mouvement. Complètement, complètement. Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut développer d'autres stratégies pour, ne plus agir que lorsqu'on est en état de tension? On ne peut pas se mettre en mouvement sans état de tension. Pas de tension, pas de mouvement. Donc en revanche, plutôt que de chercher à annuler l'état de tension, c'est de déclencher la mise en mouvement à un seuil moins puissant de tension. Ça peut aider. En fait, pour bien comprendre cette mécanique-là, il faut comprendre un principe de base en fonctionnement humain. C'est que on n'a pas un temps décisionnel. La décision ne se fait pas en une fois, elle se fait en 2 fois. Le Mmh. premier temps décisionnel, il se passe en plein cœur de notre cerveau, dans ce qu'on appelle le système limbique. Et 100% des décisions sont d'abord prises par le système limbique, et il lui faut à peu près entre 40 et 230 millisecondes pour prendre une décision et donc déclencher les états de tension. Et de ces 100% de décisions, il n'y en a que 0,26% qui vont arriver au deuxième temps décisionnel. Le deuxième temps Mmh. décisionnel, ça se situe dans la partie orbitofrontale, ici, à l'avant du. Chez moi, on le voit bien ça. Euh, eh bien, cette zone-là est responsable de la conscience. Et quand ces 0,26% arrivent à la conscience, alors à ce moment-là, on le rationalise. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'illusion de décider. En réalité, notre cerveau avait déjà décidé avant. C'est exactement pour cette raison-là que ça ne sert à rien de vouloir absolument être raisonnable. Non, le cerveau avait déjà décidé avant. Mmh. Alors oui, effectivement, dans certaines situations, la deuxième temps décisionnel est capable de revenir en arrière pour modifier les états de tension. En tout cas, y résister, on va dire. Ouais, mais c'est une part infime. Déjà, ça ne peut être que dans le 0,26% des cas. Et Mmh. dans les 0,26% des cas, ce deuxième temps décisionnel n'a pas toujours la capacité de rétrocontrôle. C'est-à-dire la capacité à aller à l'encontre de la première. Donc plutôt que d'essayer de réfléchir à se contraindre, à se tordre, à se contenir comme des dingues à travers la raison, il vaut mieux comprendre en profondeur comment fonctionne chez nous le premier temps décisionnel, comment fonctionne chez nous cette mécanique des états de tension. Et à travers Mmh. cette compréhension des états de tension, à ce moment-là, oui, on va pouvoir modifier de façon efficace et pérenne surtout, parce que là, on ne se contraint plus, c'est qu'on utilise naturellement le fonctionnement de notre cerveau pour pouvoir déclencher l'action. Oui. Et ça rejoint ce que tu m'as appris, dans ta formation sur le processus décisionnel. Une phrase que tu dis, que je dis tout le temps quand, il y a des gens qui veulent avoir raison.
qui se disputent. Je leur dis: attendez. Tout n'est que perception pour notre cerveau et représentation pour notre conscience. Exactement. Exactement, c'est super important de comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a compris que ce deuxième temps, de conscientisation, ce n'est pas le réel, c'est la Mmh, représentation du réel. En réalité, notre cerveau perçoit à peu près 11 millions d'unités d'information chaque seconde. Et bon, après, ça rejoint le bain global des informations dans le cerveau, c'est à peu près 400 milliards d'unités d'information. mmh, Et de tout ça, notre conscience va en extraire que 2000 pour se construire une raison, pour construire du sens. Donc ça veut dire que d'un côté, on perçoit 11 millions d'infos, de l'autre, on va en extraire seulement 2000 pour créer cette réalité. En mmh réalité, mh, cette réalité, c'est une représentation. C'est quelque chose qui est représenté dans notre tête. Qu'est-ce qui est représenté dans notre tête? Ce qui est à l'extérieur. Mais donc, c'est une traduction de notre cerveau. Et donc, cette mmh traduction, on mh, ne peut vivre que dans la représentation des choses, que dans la traduction de ce qu'on a perçu. Parce que nos perceptions, c'est juste des impulsions électriques qui arrivent à notre cerveau. mmh Donc, on se construit une représentation, on construit du sens. Mais est-ce que cette représentation est fidèle à ce qui est à l'extérieur? Pas du tout. C'est vraiment nous qui la créons. Et comme on ne perçoit pas tous la même chose, qu'on ne les traduit pas tous de la même chose, eh bien, on ne va pas créer le même sens, on ne va pas créer la même cohérence, on ne va pas créer la même conscientisation. Alors, mmh. qui a raison ou qui a tort? Définir que quelqu'un me dise: «Je détiens la vérité», ouais, bah, j'aurais plutôt tendance à fuir. C'est qu'il Oui, n'a pas vraiment poussé très loin sa réflexion pour le coup, de compréhension de ce à quoi on s'adapte. On ne s'adapte pas à ce qui est à l'extérieur, on s'adapte à ce qui existe dans notre tête. Donc effectivement, complètement. ce n'est que représentation. Et oui, et ça sauve, enfin moi en tout cas, à l'époque où j'ai fait ta formation, je faisais de l'immobilier Mmh. et j'appelle ça une formation, mais en fait, je dirais pas que c'est vraiment une formation parce que, enfin, pour moi, ça a vraiment été un processus de compréhension de l'autre. Et bien sûr, dans l'éthique de vouloir comprendre pour pouvoir servir, ça m'a vraiment servi, pour le coup, à vraiment me dire, quand j'avais tendance à dire: «Mais quel con celui-là», parce qu'on va appeler un chat un chat, je me disais: «Mais pourquoi est-ce qu'il comprend pas ce que je suis en train de lui dire?» Tu sais, quand tu as envie de secouer l'autre comme un prunier pour faire rentrer, justement dans son cerveau l'information, et au final, maintenant, j'ai beaucoup plus de recul parce que je sais que c'est pas la solution, Complètement. et ça, c'est une véritable clé, et je pense que chacun dans son processus, quand on a envie de comprendre, moi, comprendre le fonctionnement du cerveau et comprendre ce point-là qui est final une clé réelle, ça m'a vraiment ouvert tout le champ des possibles, C'est ça, vraiment. c'est une clé super importante qui ouvre une porte et c'est en explorant la porte qui est derrière qu'on comprend du coup qu'est-ce que l'on peut faire. Mmh. En PNL, ils ont une phrase qui dit, «La carte n'est pas le territoire». Mmh. Effectivement, et j'en fais quoi? Ouais. Qu'est-ce que j'en fais derrière? Heu, je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent, heu, qui ont déjà qui savent ça, le fait de le savoir. Mmh. Après, il faut le connaître, c'est-à-dire qu'il faut le vivre, il faut l'expérimenter et comment on le manœuvre ça? Heu et de toute évidence, tu l'as dit, ça ne passera pas par la raison, ça ne passera pas par l'argumentation, ça ne passera pas par la cohérence. Heu, j'aime bien cette phrase, enfin j'aime bien ce principe, ne jamais chercher à convaincre. Et pour être sûr de ne jamais convaincre, j'aime bien le sens que ça donne quand tu divises le mot convaincre en 2. Mmh. Et tu vois? Et je me dis: «Non, je veux pas voir l'autre comme un con et j'ai pas envie de le vaincre». Donc Mmh. ça ne doit pas passer par l'argumentation, ça ne doit pas passer par la raison, ça doit pouvoir passer par d'autres mécanismes justement qui sont liés à ces états de tension et qui vont nous permettre effectivement d'aller à la rencontre de l'autre. L'écoute active? Alors on va plus loin, aujourd'hui en formation que l'écoute active. On vient définir ce qu'on appelle l'écoute attentive. Mmh mh. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement ouvrir tout pour essayer de tout accueillir, ça fait une charge mentale qui est beaucoup trop importante. En revanche, on va venir porter notre attention sur certains éléments, de ce qui nous est, donné.
à recevoir. Et donc, vraiment, on vient porter notre attention sur des points bien précis pour réussir à comprendre les états de tension qui sont derrière et donc comprendre la recherche d'adaptation ou de transmission de l'autre. Mmh. Donc, voilà, on va chercher un chouïa plus loin encore avec l'écoute attentive. Mais en tout cas, je suis Est-ce ravi que tu aies vécu la formation telle que tu l'as évoquée. Ça me va droit au cœur. Oui, oui, et si je le pensais pas, tu sais très bien que je te le dirais pas. Oui, oui. Private joke ou pas. Oui, du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour désamorcer véritablement un malentendu entre 2 personnes? Alors, ça dépend où on en est Mmh. dans l'échange. Si on en est à un «je suis pas d'accord avec toi» parce que, par exemple, je disais qu'on ne vivait pas dans ce qui est autour de nous, on vit dans ce qui existe dans notre tête et qu'à ce moment-là, la personne va me dire, «Mais non, moi je suis pas du tout d'accord avec toi, tu vois ici on a une boîte de micro et je vois bien qu'elle est là parce que je peux la sentir, la toucher et cetera, donc on vit bien dans ce qui est». Je vais dire: «Bah non, parce qu'en fait machin» et là on commence à rentrer dans un jeu d'opposition. Dans ce jeu d'opposition, quand on n'en est qu'à ce stade-là, c'est de venir interroger l'individu sur, alors on appelle ça la cohérence de sa représentation. C'est qu'est-ce qui l'amène à penser que? En réalité, quand tu regardes les comportements des gens, certains peuvent nous paraître irrationnels ou incohérents. Mmh. Dis-toi qu'il n'y a aucun comportement incohérent dans les systèmes de représentation des individus. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font est en permanence cohérent avec leur propre système de représentation. Donc ça veut dire que s'il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, c'est que du coup, c'est pas tant une différence d'idée ou d'opinion, c'est une différence de façon de mettre les choses en cohérence. Donc le premier réflexe, c'est de rentrer, de se poser les questions pour se demander qu'est-ce qui a bien pu amener cet individu à mettre les choses en cohérence de cette manière-là. Là, c'est quand on n'est pas d'accord sur 2 sujets. OK? Après, Mmh beh, enfin, vous êtes cons ou quoi? Je vous ai dit que c'est dans notre tête que ça se passe, c'est pas là. Ça, si vous voyez ça, c'est parce que c'est des impulsions, que vous êtes traduit, machin. Comment ça? Mais non, je suis pas con. Parce que moi, monsieur, j'ai fait machin. Donc là, tu comprends qu'on n'est plus en train de débattre sur la réalité d'une chose ou pas. On rentre dans une opposition d'ego. Mmh. Et donc la personne est en train de me revendiquer quelque chose d'elle-même que de toute évidence, je n'ai pas reconnu. Et donc là, c'est plus la même question que je me posais. C'est plus est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? C'est qu'est-ce que cet individu a voulu revendiquer de lui que je n'ai pas su voir et que je n'ai pas su reconnaître. Et ça, c'est comme ça qu'on désamorce le conflit. Mmh. Ça, Là, c'est une clé pour sauver votre couple. j'en ai un exemple génial hein, pour le couple. Hein. Je vais te donner un exemple qui, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à la maison, mais, alors désolé, hein, je suis à mort dans les clichés homme-femme, hein, mais d'un seul coup, vous entendez madame faire combien de fois faudra que je te dise que les chaussettes sales, c'est pas à côté de la panière, c'est dans la panière, pas à côté, dedans. Réponse ô combien intelligente de monsieur, ça va, tu vas pas me gonfler pour une paire de chaussettes, tu as juste à les prendre, à les foutre dedans. Et là, généralement, ça donne rarement la meilleure expression du couple qu'il peut y avoir derrière. Ouais. La question, c'est là, qui est posée derrière le quand je te dis que les chaussettes, c'est pas à côté, c'est dedans, c'est pas un problème d'être d'accord ou pas sur quelque chose qui nous entoure. C'est qu'en mettant les chaussettes à côté, c'est toutes les heures ou les journées et autres de travail quotidien qui sont faits dans la maison, qui par cet acte-là ne sont pas reconnus. Mmh. Et donc, quand il y a la réponse masculine ô combien intelligente qui est: «Ça va, tu vas pas me gonfler pour une paire de chaussettes, il suffit juste de tendre le bras et de les foutre dedans», ça devient explosif parce qu'il y a une non-reconnaissance d'une certaine revendication. Mmh. Et donc, c'est bien là, en fait, qu'il faut se poser la question. C'est à la seconde où il y a conflit, il y a toujours quelque chose qui n'a pas été reconnu. Quelle est cette chose? Et ça, c'est un sujet ultra intéressant qui nous parle du coup, on est dans la stratégie, sérotoninergique, là, très Exactement, clairement. exactement. On entend beaucoup, beaucoup de choses sur, la sérotonine, sur le cortisol,
sur le fait que la sérotonine, c'est une hormone qui naît dans nos intestins. On entend pas mal, il y a pas mal de choses qui circulent. Qu'est-ce que toi, tu dirais de plus important sur cette sérotonine? Alors, il y a énormément de choses qui circulent, et je vais répondre après plus spécifiquement à ta question, sur beaucoup de sujets, et personne n'a raison, personne n'a tort. Mmh. En fait, on ne parle pas des mêmes circuits. Si tu me parlais à un moment donné, tu m'as parlé d'intestin sur la sérotonine, oui, 95% des voies sérotoninergiques sont gastro-intestinales. Ouais. Mais lorsqu'on veut les travailler ou étudier sur ce qui donne le sentiment d'estime de soi, eh ben on va juste parler des 5% qui sont entre nos deux oreilles. Mmh. Et la sérotonine qui va... En fait, une sérotonine, c'est un neurotransmetteur. Et donc, toutes les voies neuronales sérotoninergiques n'ont pas la même fonction en fonction de la zone projetée. Et donc, la sérotonine qui est gastro-intestinale ne va pas jouer sur l'estime de soi. Elle va jouer sur d'autres régulations du système gastrique, mais pas sur l'estime de soi. Donc, quand on voit qu'on parle de sérotonine dans la régulation effectivement intestinale, oui, tout à fait, complètement, oui, je suis d'accord avec ça. Quand on parle de la sérotonine sur l'estime de soi, oui, je suis aussi d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes voies. Donc, les gens souvent ont tendance à croire qu'il y a des confusions ou que les sciences ne sont pas d'accord. Alors ça arrive, hein, on est bien d'accord, des débats il y en a toujours des tonnes, mais c'est juste souvent qu'on ne parle pas la même chose. Et on ne parle pas des mêmes circuits. Maintenant, si j'en reviens sur la sérotonine, moi, la sérotonine qui m'intéresse plus spécifiquement, effectivement, c'est celle qui est entre nos deux oreilles. Et c'est elle qui va créer la nécessité d'être. Elle est super importante, cette sérotonine. Parce que si jamais notre niveau de sérotonine n'est pas suffisamment élevé, il n'y a pas un taux de concentration suffisant, eh bien, dans les premiers états, on va commencer à rentrer en dépression. Mmh. Et si jamais ce niveau continue à décroître pour des raisons médicales, pathologiques, pharmacologiques, environnementales, sociales, plein de raisons possibles, et qu'elle continue à décroître, eh bien, on perd carrément et profondément la nécessité d'être, au point où finalement, on n'a plus de raison d'être là. Mmh. Et à ce moment-là, il peut effectivement y avoir des passages dramatiques à l'acte. Donc la sérotonine, c'est quelque chose d'hyper important. Avoir des montées de sérotonine, des montées d'estime de soi, c'est pas un problème. En revanche, quand elle arrive à un plafond et qu'elle redescend, c'est dans les phases de descente que là, on commence à avoir des comportements assez surprenants. Par exemple, quand on dit que les acteurs ou certains acteurs, etc., ont chopé le melon, oui, pourquoi? Parce Mmh. qu'ils sont montés très haut en sérotonine, et donc ils sont en train de vivre une descente qui fait mal. Et c'est dans la phase de descente, en réalité, qu'on est en train de dire qu'ils ont chopé le melon. Mmh. Voilà, c'est le neurotransmetteur par excellence de l'ego. Euh, et quand on dit qu'il faut faire taire l'ego, non, surtout pas. Parce que l'ego, c'est une revendication de soi. En fait, on produit de la sérotonine quand on est reconnu dans ce qu'on revendique de soi. Et si la personne est en train de se revendiquer, c'est parce qu'elle manque de reconnaissance. Et plus le manque de reconnaissance est important, plus la revendication va être forte. Or, ce que l'on nomme ego, c'est la revendication. Mmh. Donc, c'est comme si quelqu'un avait super méga soif et qu'il n'arrête pas de clamer ah, j'ai soif, s'il vous plaît, de l'eau. Et oh, hein, tu vas arrêter de nous répéter toutes les 10 secondes que tu as soif. Hein. À un moment donné, ça gonfle. C'est bizarre comme truc. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait avec l'ego. Quand on dit hein, tu vas arrêter de la ramener, c'est bon, on a compris, moi je. Non, la personne est en train de vous dire à ce moment-là qu'elle a soif. Donc, au lieu de lui dire tu te tais un peu, non, il faut lui donner de l'eau. Mmh. Qu'est-ce qui n'a pas été reconnu chez cette personne? Et à la seconde où tu donnes de l'eau à quelqu'un qui a soif, il va arrêter de crier qu'il a soif. À la seconde où tu vas porter de la reconnaissance à quelqu'un qui est en train de revendiquer quelque chose de lui-même, il n'aura plus besoin de le revendiquer. Dit comme ça, c'est très simple. Ça permet vraiment de le comprendre. On entend aussi beaucoup d'autres choses sur le cortisol. Énormément de choses. Une neurone miroir de la connerie qui est en train de jouer entre toi et moi. Tu le sens? Donc, on entend pas mal de choses sur ce cortisol. On entend qu'il empêche de maigrir. On entend qu'il nous empêche de dormir. Alors, qu'est-ce que tu as à dire, toi, qui es expert, sur le cortisol? Cortisol,
Donc, c'est une hormone qui est super importante pour notre organisme, puisque c'est elle est là avant toute chose pour nous fournir de l'énergie. C'est la grande fonction du cortisol. Alors, on l'associe, quand je vois de la littérature grand public sur le cortisol, il y a souvent un raccourci un peu trop rapide qui est emprunté, qui est de dire que le cortisol est l'hormone du stress. Mmh. Oui, lorsque l'on va stresser, on va libérer du cortisol, mais c'est pas le seul moment où on en libère. Et en l'occurrence, on en libère tous, à peu près, masso menos, à partir de 4 à 6 heures du mat. On va avoir une montée de production de cortisol dans le rythme circadien. C'est des rythmes cycliques qui durent à peu près une journée. Et pourquoi est-ce qu'on produit en masse du cortisol avant le réveil? Tout simplement pour qu'au moment où on va se réveiller, on ait de l'énergie pour se mettre en mouvement. Donc c'est Mmh. vraiment une hormone nécessaire à mobiliser notre énergie. En gros, comment elle fait ça? En libérant du cortisol dans l'organisme, ça permet ensuite de se diffuser et d'aller chercher dans les fibres musculaires notamment ce qu'on appelle le glycogène. Et ce glycogène, c'est le carburant qu'on va pouvoir brûler, donc c'est notre énergie. Okay. Donc ce cortisol, il est super important et il ne faut pas le diaboliser. En revanche, ce cortisol, c'est une production de base par le cycle circadien. Donc, on en produit grosso modo entre 4 et 6 heures. Ça démarre entre 4 et 6 heures du mat. Ça va durer à peu près toute la journée. Vers 14 heures, on va avoir une baisse de production de cortisol parce qu'au passage, en tant qu'être humain, on n'est pas des organismes monophasiques sur le sommeil, mais biphasiques. On est censé dormir 2 fois sur 24 heures. Donc, on a une baisse de production de cortisol entre 14 heures et 17 heures. On a une reprise du cortisol vers 17 heures qui va ensuite décliner dans la soirée, en fonction des différentes chronobiologies, pour laisser la place à la mélatonine. Et ça, c'est ce qu'on appelle la production de base du cortisol. En revanche, effectivement, en plus dans la journée, on est confronté à des stresseurs, positifs ou négatifs, mais un stresseur, c'est tout simplement une impulsion, une information qui va venir stimuler une réaction de l'organisme. Okay. Et donc, du moment que je vais avoir une stimulation, inévitablement, je vais avoir besoin d'énergie pour y faire face. Donc, pour avoir de l'énergie pour y faire face, eh bien, mon corps libère du cortisol, un peu plus que le rythme de base, pour pouvoir mobiliser un peu plus d'énergie que son cycle de base. Ce un peu plus va surexploiter un peu plus mon organisme. Donc, mon corps est capable d'encaisser ces variabilités, ces variations d'un jour à l'autre, en s'adaptant. Le problème, c'est s'il y a trop de stresseurs et pas suffisamment de temps de récupération, eh bien, il va y avoir une surexploitation de nos ressources qui va dépasser la capacité de récupération. Et donc là, on a un épuisement de l'organisme. Et avec cet épuisement de l'organisme, on a tout plein de pathologies qui peuvent se déclencher. Donc le cortisol, oui, c'est nécessaire, oui, c'est utile, oui, c'est bon pour notre organisme, mais comme beaucoup de choses, jusqu'à un certain point. Ça répond à Complètement. ta question? Oui, ça répond totalement à mes questions. D'ailleurs, tu as très bien répondu. On arrive à la fin de ce podcast parce qu'on sait qu'au bout de 30 minutes, vous écoutez plus rien, vous qui êtes à l'écoute. Est-ce que tu aurais une dernière chose très intéressante à nous dire pour clôturer ça, quelque chose qui t'accompagne, toi, tous les jours? J'adore la notion d'exploration, de partir à la découverte, ouvrir des horizons, aller chercher des nouvelles façons de penser, de réfléchir, de comprendre ce qui nous entoure. Et il y a une phrase que j'aime énormément, qui me guide énormément, qui dit: «Quand deux chemins se présentent à toi, prends toujours celui que tu ne connais pas». Et ça permet effectivement d'être dans cette exploration, dans cette découverte permanente. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vu qu'on va dans des environnements qu'on ne connaît pas ou des choses qu'on ne connaît pas, eh bien, on apprend à ne plus dépendre des ressources qu'on y trouvera, mais à trouver Mmh. ces ressources en nous. Et donc, du coup, d'apprendre à se faire confiance et d'affronter les situations nouvelles beaucoup plus en confiance. Donc voilà, ce serait un petit conseil comme ça de fin que je pourrais donner. C'est parfait. C'est un super conseil, Guillaume. On retrouve toutes tes infos sur, le site de BMO. Je mettrai tout ça dans les show notes et je mettrai aussi le lien vers ton livre. Yes, avec grand, grand, grand plaisir. L'influence cachée du cerveau. Oui, 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 et que j'ai à la maison et dont j'ai parlé sur les réseaux sociaux et j'ai dévoré ça en un week-end, même après avoir fait ta formation. J'ai j'ai vraiment
adoré ça. Donc, je mettrai aussi le lien dans les show notes. Je mettrai le lien aussi si on veut retrouver l'Académie BMO, parce que c'est une super académie, c'est un super parcours que je conseille à tout le monde en fait. Si tout le monde avait cet esprit de compréhension de l'autre, de soi, je pense qu'on se porterait tous beaucoup, beaucoup mieux. Bah, c'est la mission de BMO en fait. Notre mission, c'est de développer la connaissance qui entraîne le respect, qui amène l'émerveillement et qui du coup essaie de nous permettre de bâtir un monde meilleur. Donc c'est vraiment la mission qu'on s'est donnée au sein de BMO. C'est une parfaite mission. Merci beaucoup, Guillaume. Un grand merci à toi et un grand merci en tout cas à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous, effectivement, de nous avoir écoutés. Guillaume et moi, on mérite un 5 étoiles, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bye bye.